Le consultant et expert en structuration économique et financière King Dodjro est notre invité. Avec lui, nous allons parler des crises dans le monde et l'apport de la Banque mondiale qui veut débloquer 170 milliards de dollars pour venir en aide à des pays. Vous allez bien, King Dodjro? C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, cher ami, je vais très bien, merci beaucoup. Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a annoncé lundi qu'il préparait des aides de 170 milliards de dollars sur 15 mois pour aider les pays à faire face aux multiples crises, dont la crise alimentaire et humanitaire provoquée par la guerre en Ukraine. Alors King, il a notamment cité l'insécurité alimentaire et la crise des réfugiés liés à la guerre en Ukraine. Oui, bien évidemment, je pense que la Banque mondiale est dans son rôle et en annonçant ce financement supplémentaire, cela montre combien de fois le monde entier s'en rend compte de l'importance de la crise en Ukraine en ce jour et qu'il faut des mesures qui accompagnent les gouvernements. Je sens que vous voulez parler de l'importance de cette crise et de ces mesures qui doivent accompagner les gouvernements. Mais concrètement, qu'est-ce que les 170 milliards là peuvent apporter à ces pays? Alors, d'abord, le principe du financement. Le financement vise à renforcer la capacité, que vous soyez un individu, un État, à renforcer sa capacité pour satisfaire ses besoins de consommation et également renforcer sa capacité de création de richesse. Ça, c'est le principe d'abord du financement. Alors, quand la Banque mondiale, au vu des événements qui ont cours en ce moment dans le monde entier, décide d'ouvrir une ligne supplémentaire pour faciliter l'accès au financement aux pays qui seront dans le besoin d'en demander, ça prouve combien de fois que quand on parle de la création de richesse, même le monde occidental voit seulement les États qui en jouissent pleinement de ce droit fondamental, ce que nous appelons le droit à la création de richesse. Vous voyez, l'accès facile au financement est un aspect très important dans la jouissance du droit à la création de richesse. Mais à la fin de la journée, la question qu'on doit se poser, qui doit jouir véritablement de ce droit? Est-ce les États ou les citoyens? C'est la question qu'il faut se poser. Quand il y a des crises, on se préoccupe des États, mais on ne se préoccupe pas des vrais acteurs économiques. Les États ne sont pas des acteurs économiques, mais nous voyons que c'est eux, généralement, qui jouissent facilement de ce droit à la création de richesse qui leur garantit l'accès facile au financement auprès des institutions de Bretton Woods et consorts. Mais qu'est-ce que les citoyens qui animent la vie économique tous les jours, contre vents et marées, qui ont des difficultés à avoir accès au financement en temps de paix? Et que nous sommes même aujourd'hui en temps de guerre, où tout le monde, toutes les institutions ferment les robinets parce qu'on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Je trouve quand même étonnant que tous les efforts que ces institutions de Bretton Woods fournissent aujourd'hui s'adressent toujours aux États. Et de ces financements que les États vont bénéficier pour faire quoi? Quand on regarde, c'est comme l'adage qui dit chez nous, donne-moi le mouton, je vais l'accorder à la corde, je vais l'attacher à la corde, ou donne-moi la corde, je vais attacher le mouton, c'est la même chose. Alors, selon vous, ces financements doivent aller à qui précisément? Alors, donc, la finalité même de ces financements, quand on regarde dans le fond, nos États d'abord, quelles sont leurs sources de revenus? Les sources de revenus de nos États, il y a les recettes fiscales, il y a les recettes douanières, et puis il y a les droits de concession. Il y a 3 sources de revenus pour nos États. Et quand ils élaborent leur budget, ils comptent sur ces 3 sources pour pouvoir financer leur budget. Mais le fait que nous sommes dans des environnements à haut risque et que nous n'avons pas une population assez imposable et qu'il y a peut-être moins de 10% qui sont imposables, qui payent des impôts et autres. Donc nos États peinent souvent à financer leur budget sur fonds propres, sur des recettes propres à eux-mêmes. Donc ils vont recours aux institutions financières internationales pour pouvoir combler les gaps
en attendant de recouvrer à partir de ces sources-là et rembourser. Alors, ils sont déjà endettés, nos États. On leur promet encore des lignes supplémentaires pour s'endetter davantage. On les endette pour qu'ils remboursent les dettes qui courent. C'est tout simplement ça, parce que ça n'aura aucun effet sur nos économies. Il est vrai que quand on va injecter ces fonds dans nos économies, on viendra nous dire plus tard que oui, il y a eu croissance économique parce qu'on a injecté de nouveaux billets de dollars dans notre économie. Donc bon, mais pour nous, ce n'est pas pertinent. Ce qui serait pertinent, c'est qu'on prenne l'exemple des pays occidentaux qui se préoccupent en temps de crise d'alimenter, de renforcer la capacité des banques à financer les acteurs économiques. Les vrais acteurs économiques, c'est le menuisier du quartier, c'est le maçon du quartier, c'est le mécanicien, la bonne dame qui importe qui vend du pain, c'est l'entrepreneur, c'est le constructeur. Ce sont les vrais acteurs de notre économie. C'est celle qui importe, c'est celle qui vend de la banane, qui prend la banane de Kwalimé à Lomé. C'est elle qui a besoin. Selon vous, ce sont eux qui doivent bénéficier de financement. De financement. Et comment cela peut parvenir vers eux? On renforce vraiment la capacité des banques à les financer et renforcer notre environnement, renforcer l'environnement de confiance pour que les banques fassent facilement confiance aux clients, aux usagers, et bien évidemment créer un environnement plus propice à l'accès facile au financement. Alors ces aides aux États, ces personnes ne peuvent pas les avoir? Bien évidemment, non, pas du tout, pas du tout, parce qu'en temps de paix, ils ont toujours recours à ces financements. Qu'est-ce que ça a fait sur nos pauvres cultivateurs qui n'ont jamais assez de financement, qui continuent toujours d'aller au champ avec la houe, malgré que nous avons des terres très fertiles, et ils ont aujourd'hui, si ces financements sont orientés ne serait-ce que vers l'agriculture, ces problématiques liées à la flambée de prix, parce qu'il y a la guerre à 6000 km de nos portes, nous crions, nous attrapons nos têtes, on résout systématiquement ce problème. Et nous allons renforcer effectivement la capacité de nos États en matière d'assiette fiscale, parce qu'il y a plus d'acteurs économiques, parce que les gens ont eu accès au financement, ils jouissent pleinement de ce que nous appelons le droit à la création de richesse, qui est quasi inexistant dans nos États africains. Donc véritablement, pour moi, ce sont des annonces, parce que bien avant cela, au temps de Covid, il y avait déjà le droit de tirage spécial que nos pays en ont bénéficié. Mais quel est l'impact que cela a eu dans nos économies? Nos parents continuent, nous avons toujours les mêmes difficultés d'avoir accès au financement, parce que les banques ne disposent pas de fonds propres, et même l'environnement ne leur donne pas assez de garanties pour accorder du financement aux demandeurs, aux acteurs économiques. Quand vous êtes dans un environnement où il n'y a pas de fichier national qui existe et que les gens, il n'y a pas d'adressage fiable, quelqu'un qui déménage d'un point A à un point B, il disparaît carrément dans la nature, vous pensez qu'un banquier aura de confiance à accorder de prêt à quelqu'un dans cet environnement? Le banquier est contraint de réduire sa marge de manœuvre en allant uniquement vers des personnes qui ont déjà fait leur preuve pendant des années, ayant une adresse fixe, comme par exemple les personnes morales, les entreprises. C'est pourquoi on vous demanderait de fournir des bilans pour voir, par exemple, quelles sont vos capacités dans le passé, est-ce que vous tenez bon pour analyser les risques de contrepartie et tout de suite. Donc, parce qu'il n'y a pas un environnement de confiance qui rassure le banquier que si j'accorde du crédit à un citoyen X, je peux facilement le retrouver. Parce que le banquier, tant qu'il peut retrouver son créancier, il est rassuré qu'il va recouvrer son argent. Mais quand l'environnement ne lui garantit pas qu'il va retrouver son créancier, il a peur et il réduit sa marge de manœuvre. Et c'est ça l'une des raisons principales qui crée la difficulté d'accès au financement dans nos États. Donc il faut préparer d'abord l'environnement. Alors, je pense que nous avons de véritables soucis, nous avons de véritables problèmes en termes de refondation même de nos économies, parce que ces crises-là doivent nous donner leçon. Nous devons nous conduire à tirer des meilleures leçons de notre politique gouvernementale en matière économique depuis que nous avons eu les dépendances sur nos territoires jusqu'à ce jour. Quand même ces financements viennent, on les oriente vers les infrastructures. Mais quand on veut construire une route ou quand on veut construire un immeuble, les produits qui rentrent dans la construction de cet immeuble, 80-90% sont importés. C'est encore eux, ça renforce. Ça renforce notre capacité, ça renforce leur capacité de vente. Et c'est leur économie encore qui bénéficie de ce financement qu'ils nous accordent. Donc nous sommes en face d'une situation où ces crises-là doivent normalement nous conduire à changer systématiquement de paradigme. Annoncer 170 milliards de dollars d'aide au pays.
L'économie nigériane seulement fait plus de 450 milliards de dollars. L'économie nigériane. Vous imaginez? Donc, vous êtes... pour moi, personnellement, je ne suis pas flatté par cette annonce. Je suis plutôt peiné de voir qu'il n'y a pas de mesures sérieuses dans nos États pour contrer la menace mondiale en ce moment. La guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et nous devons véritablement bannir la politique d'aide. Parce qu'une politique d'aide crée des cas sociaux. J'ai l'impression que les Occidentaux encouragent cette politique pour maintenir les Africains dans une situation de cas sociaux. Nous devons nous en défaire de cette politique d'aide et aller vers une politique d'utilité. Il y a une vraie différence entre l'aide et l'utilité. Les Européens et leurs institutions de financement doivent être d'une utilité pour nous, une source d'aide pour nous. Je le dis parce que nous avons assez de ressources, nous avons du capital humain nécessaire pour pouvoir redynamiser nos économies. Vous imaginez, malgré la conjoncture, malgré la difficulté d'accès au financement, il y a au moins 70% de nos populations qui vivent en milieu rural, qui pratiquent de l'agriculture avec des moyens de bord, une agriculture rudimentaire, mais qui mangent à leur faim, qui ne meurent pas de faim. Ceux qui meurent de faim sur le continent, c'est ceux qui sont diplômés, qui n'ont pas d'emploi. C'est eux qui meurent de faim. Mais ceux qui vivent de l'agriculture, malgré qu'ils n'ont pas de moyens, malgré qu'ils n'ont pas, ils ont assez limités aux moyens de production, ils ne meurent pas de faim. On ne parlera pas de la famine à celui qui vit à Guérin-Kouka. Il n'aura pas faim, parce que tant qu'il pleut, il semera son mil, son sorgho pour manger. Mais celui qui aura faim, c'est ceux qui sont dans les villes, qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas d'emploi, parce que le droit à la création de richesse étant inexistant, majoritairement nos investissements sont des investissements à perte, parce que quand on investit pour construire des universités, construire les écoles, construire des routes, quel est le plan de retour sur investissement qui accompagne ces investissements? Il n'y en a pas. Voilà pourquoi nos pays ne continuent pas à s'endetter, parce que l'investissement qui a permis de construire la route d'un point A à un point B de 100 km, le fait qu'au point B, 100 km, la localité n'est pas une localité à forte activité économique, mais comment est-ce que vous pouvez rembourser ce financement? Mais le bon sens voudrait que la localité B qui bénéficie de ces routes soit une localité économique. Mais malheureusement, dans nos pays, mais on a généralement qu'une seule ville économique qui est confondue en même temps à nos villes, à la ville politique, à la capitale politique. Ouais. Mais c'est dommage. Mais vous rentrez dans des pays, je prends le Ghana, vous allez à Koumassi, c'est une ville économique. Vous allez à Elibo, vous allez à Takoradi. Ce sont des villes économiques qui ont des activités densément économiques qui permettent que l'État, à partir des collectes, des taxes et impôts sur l'activité que mènent les citoyens ghanéens dans ces localités, rembourse à terme le financement qui aurait servi à construire des infrastructures dans ce pays. Et ce modèle, je ne sais pas si vous avez fait la remarque, on les remarque plus dans les pays anglophones. Bien évidemment, il y a un problème d'approche carrément dans les pays francophones, et c'est ce qui est dommage, que vous avez des villes, et les villes, on les déclare villes administratives. Mais on ne mange pas l'administratif, c'est l'économie qui fait vivre un État. Donc aujourd'hui, il convient de rappeler que nous devons passer à un modèle où on garantit la jouissance du droit à la création de richesses aux citoyens. Parce que les faits nous montrent que ce n'est que nos États qui en jouissent de ce droit. Alors que l'État n'est pas pour vocation de créer de la richesse, c'est un régulateur. Ce sont les citoyens qui créent de la richesse. Et l'État, sa contrepartie en tant que régulateur, c'est de collecter les taxes, des impôts, et des taxes douanières ou bien fiscales et autres. Vous voyez, la faiblesse de nos économies est due essentiellement au fait que comme c'est l'État qui jouit de droit à la création de richesse, que les citoyens gravitent autour de l'État, quand l'État est le plus gros employeur, on finance essentiellement nos budgets sur la base des droits de douane, puisque là-bas c'est encore plus maîtrisé. Mais au niveau des impôts, il y a combien d'Africains qui sont imposables? En Afrique, c'est seulement les entreprises qui sont imposables, mais les citoyens non. La notion d'impôt n'existe pas en Afrique.
n'existe pas parce qu'en amont, nos environnements ne sont pas organisés, nos tests de loi ne sont pas organisés à ce que le citoyen soit pris en compte comme un acteur économique. Le citoyen est considéré comme un cas social, comme quelqu'un qui doit vivre de l'aide de la part de l'État. Donc c'est un cas social. C'est pourquoi chaque fois que vous demandez à un Africain pourquoi est-ce que cela ne marche pas, il dit non, il faut que le gouvernement nous aide parce que nous avons impulsé nous-mêmes cette dynamique d'aide-là. Que c'est l'État qui doit venir aider tout le monde. Donc, bien évidemment, inconsciemment, celui qui dort dans sa chambre, soit toi tu es percé, tu lui demandes, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas réparé la toiture? Tu dis, bon, j'attends l'aide du gouvernement. On déploie une politique et une culture d'aide. Et cette culture d'aide tue l'économie. Vous savez, aux États-Unis, quand vous montez un scénario, vous montez un modèle d'affaires dans lequel on sent trop de la gratuité, on ne vous croit pas. En Afrique, c'est quand vous montez un modèle dans lequel il y a la gratuité, c'est là où on vous croit. C'est là où on vous croit. Il n'y a rien qui soit gratuit dans le monde. Celui qui vient te donner ça gratuitement, quelqu'un a payé le prix quelque part. Nous devons passer en ce moment à faire de nos populations des acteurs économiques, ne plus faire des cas sociaux, pour que notre économie se redynamise et qu'on dépende de moins en moins des financements des institutions de Bretton Woods. C'est très important. Alors, King Dodjuro, on sait que les crises ralentissent la croissance, mais en ce temps de crise, comment les États, surtout les nôtres, les États africains, peuvent faire face à cette crise et adopter leur propre modèle? Les crises ralentissent la croissance. C'est une vue d'esprit. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, je suis... en temps de crise, c'est l'un des pays qui a connu même la croissance. En temps de crise, la Côte d'Ivoire. Ça dépend de quel est votre modèle économique dans lequel vous opérez. Bien évidemment, la crise aura un impact terrible sur votre économie si votre économie dépend à 80% de l'extérieur qui est en guerre. Vous serez coupé de toutes sortes d'approvisionnements. Notre économie est alimentée par l'importation. Depuis que la crise de Covid est arrivée, du moment où les commerçants ne peuvent plus voyager, aller en Asie pour aller s'approvisionner, ça a freiné l'approvisionnement de beaucoup de produits. Ça agit sur la croissance économique parce que notre économie est une économie orientée vers l'importation et non une économie orientée vers la production intérieure de ce que nous consommons. Bien évidemment, quand il y a une crise dans un pays voisin dont nous dépendons essentiellement, nous avons de sérieux problèmes à financer nos budgets parce que du moment où les acteurs économiques n'ont plus de sources d'approvisionnement et si en temps de paix le pays achetait des biens et des services peut-être à hauteur de 2 milliards de dollars et que en crise il ne peut plus atteindre ce rythme d'achat de biens, il se retrouve à 1000 milliards de dollars, mais vous savez que quand vous calculez les 18% de TVA sur 1000 milliards, c'est petit par rapport à vous calculez les 18% de TVA sur 2000 milliards. Donc, bien évidemment, le pays aura du mal à financer son budget de fonctionnement. Et voilà le problème. Mais vous revenez à la situation contraire. Imaginez un instant que les 2000 milliards de dollars qui étaient exportés pour importer de la marchandise, ces 2000 milliards contribuaient à produire localement ce que nous consommons, nous gardons notre argent dans notre espace économique et nous redynamisons davantage notre économie. L'État va maintenir ses collectes de taxes et recettes fiscales sans toutefois avoir de soucis parce que nous produisons ce que nous consommons. Mais à l'état actuel, nous dépendons de l'importation. Nos États auront de soucis à combler ou bien satisfaire leurs besoins budgétaires parce que quand nous rentrons dans cette crise où il y a l'inflation non contrôlée qui s'observe de tous les côtés, les produits même qui ne sont même pas concernés, ça crée encore la disparité, ça crée encore des inégalités dans la société. Les gens ont le même salaire, mais le produit qui était il y a de cela 6 mois à 100 francs est devenu 400 aujourd'hui. L'individu a le même salaire, son salaire n'a pas évalué même 2 fois. Mais qu'est-ce que vous voudrez? Le produit est dans la boutique, mais l'individu n'ira pas acheter. Le boutiquier va fermer sa boutique, il va connaître la mévente. Du coup,
qu'est-ce qui va se passer? Le boutiquier qui payait hier les tasses, il ne peut pas payer les tasses, il va fermer sa porte. On va connaître toutes des méventes. Les gens vont commencer par aller vers ce qu'on appelle la priorisation de la satisfaction de leurs besoins. Parce que leur revenu ne leur permet pas de payer ce qu'ils avaient l'habitude de payer hier. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'État, c'est nos États qui vont payer parce que l'assiette fiscale va s'affaiblir parce qu'il y aura beaucoup de méventes. Les gens vont fermer leurs boutiques et les impôts nous... Si une boutique est fermée, est-ce qu'un peu peut aller collecter des recettes? Jamais. Voilà la conséquence. Alors, vous pensez comme David Malpass d'ailleurs, il s'est dit très inquiet, particulièrement inquiet même à l'endettement des pays pauvres. Comment faire face, selon vous, King Dodro, à l'endettement là? Pourquoi est-ce qu'on s'endette? On s'endette pour créer de la richesse ou pour satisfaire nos besoins de consommation. Pour que cela soit ainsi, il faudrait qu'il y ait un plan de retour sur investissement au bout de toute forme d'endettement. Mais quand vous vous endettez pour financer des activités et qu'à terme, il n'y a pas un véritable retour sur investissement, vous investissez à perte et vous allez toujours vivre dans la dette. On est d'accord? Je vous donne un exemple. Pour construire votre maison, vous avez eu recours à un financement bancaire de 10 millions. Et vous justifiez au banquier que j'ai un salaire et que ce salaire va rembourser mon crédit. 2 ans après, vous perdez l'emploi. Donc vous êtes coupé de la source de remboursement. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes endetté. Et surendetté d'ailleurs parce que le banquier viendra prendre même la maison. Parce que dans votre plan de retour sur investissement, vous n'avez pas prévu que c'est la maison qui va rembourser le prêt à travers son activité ou ce que la maison va servir à produire. Vous avez pointé sur votre salaire et que ce salaire dépend d'un employeur qui un beau jour peut vous renvoyer. Et quand vous renvoie, fini. La source de remboursement est coupée. Donc, cette maison que vous avez, la maison que vous avez construite, le banquier, avant de vous accorder le prêt, a eu une hypothèque sur la maison. Donc, il va réaliser l'hypothèque. Donc, vous perdez votre maison en fin de compte. Dans le cas de nos États, c'est quoi? Ils comptent sur les recettes, la collecte des recettes fiscales et douanières pour rembourser les prêts. Ils ne comptent pas sur le retour sur investissement des activités d'une localité pour pouvoir rembourser les financements. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ainsi que beaucoup d'investissements étant réalisés dans ce modèle d'investissement à perte, abus social pratiquement, ou abus politique, je ne sais pas comment le définir. À la fin, ces investissements étant nombreux et ces besoins des populations pour des questions politiques étant nombreux, ils vont tous faire satisfaire tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Les recettes fiscales s'affaiblissent de temps en temps et je viens de démontrer que par cette crise-là, beaucoup de boutiques vont fermer. Donc, ça va affaiblir davantage les recettes fiscales dans nos États. Ils seront encore plus dans l'incapacité de rembourser les crédits qui sont déjà en cours. Donc, bien évidemment, la Banque mondiale, l'ami des États-Unis qui coupe le dollar, veut bien sûr distribuer assez de dollars dans l'économie du monde pour que vous dépendez davantage de lui parce que la Chine et la Russie sont en train de le talonner de leur côté en se coupant plutôt de cette pratique traditionnelle qui voudrait qu'on commerce avec le dollar. Aujourd'hui, la Chine veut commercer avec sa monnaie locale, la Russie veut commercer avec sa monnaie locale. Donc, c'est bien évidemment que les États-Unis se prennent très tôt pour endetter davantage les pays du tiers-monde, y compris, je vais parler des pays africains, en dollars, pour que au moins vous continuez pas le devoir en dollars en retour, puisque vous n'avez pas encore la puissance nécessaire pour dire que vous allez commercer en votre monnaie, puisque vous ne produisez rien de ce que vous consommez. Donc vous dépendez au moins encore du commerce international. Mais ces pays qui annoncent aujourd'hui commercer avec leur propre monnaie, que vous venez commercer avec leur monnaie, c'est des pays qui produisent ce qu'ils consomment, donc ils ont la puissance qu'il faut pour pouvoir challenger les États-Unis. Mais nous sommes faibles dans le maillot, donc il faut les endetter davantage pour qu'ils dépendent de nous, puisqu'ils seront contraints toujours de payer en Chine. Mais puisqu'ils nous doivent, nous on va construire leurs réserves pour pouvoir, même si la Chine dit commercer avec moi à yuan, au moins eux ils vont convertir ça en dollars d'abord avant que nous on aille vers la Chine pour payer ça en yuan. Parce que nous dépendons de suites américains à partir duquel nous faisons nos transactions. Donc vous achetez d'abord le dollar et à la fin eux ils vont acheter dans la monnaie chinoise. Ils gagnent toujours sur vous. Donc c'est de bonne guerre et je pense que pour contrer cela, les pays africains doivent se réveiller et changer carrément de paradigme.
et qu'on dépend de moins en moins de l'importation pour satisfaire nos besoins en consommation. Mais en attendant, dans le cas espèce, alors King Dodjro, ces pays africains ont besoin de l'aide de David Malpass pour faire face aux réalités. David Malpass est un cousin de ceux que je parle, donc il ne dit rien qui m'intéresse, qui m'impressionne guère. C'est eux qui nous enseignent des conneries, des choses qui nous ont conduit à abrutir davantage nos États, à faire croire aux Africains que leur richesse, c'est ce qu'ils ont dans le sous-sol, alors qu'ils savent que c'est l'homme qui crée, c'est l'homme qui est la première source de richesse, qu'il faut valoriser le capital humain. Et c'est le moment de revenir toujours que nous avons tout ce que nous avons pour faire décoller notre économie. Orienter simplement notre développement économique autour de l'être humain, du capital humain. Et insérons ce droit qui n'existe pas encore dans nos constitutions, le droit à la création de richesses. Quand vous arrivez en Europe, ce droit il existe. Et c'est pourquoi ils font tout pour que quand vous allez à l'école, vous travaillez. Si vous ne travaillez pas, vous ne garantissez pas le retour sur investissement. L'investissement qui a contribué à construire l'école primaire, collège, l'université que vous avez, là où vous avez étudié, si vous ne travaillez pas en fin de circuit, l'investissement est à perte. Donc, ils garantissent non seulement le droit à l'éducation, mais ils garantissent aussi le droit à la création de richesses. Deux façons de créer de la richesse. Soit vous trouvez du travail et vous vendez votre savoir-faire pour gagner un salaire à la fin du mois, ou soit vous créez vous-même une entreprise, une activité qui crée de l'emploi, qui génère des richesses, des ressources immédiatement. Voilà les deux façons de créer de la richesse. Mais la deuxième, c'est qu'il faudrait que vous ayez assez facilement moyen de production. Et le premier moyen de production, c'est la finance. Donc, la même manière que nos États se battent pour créer des conditions de jouissance, du droit à l'éducation, si nos États prennent conscience et créent le même droit à la création de richesses à leurs citoyens, ils feront les mêmes choses, créeront les environnements qui seront en adéquation avec le financement pour que tout individu qui veut créer de l'emploi ou créer de la richesse à partir de l'invention, de la créativité, trouver moyen pour pouvoir financer son activité et être un créateur de richesse, parce que c'est la seule condition pour garantir le retour sur investissement de tous les investissements que nos États font à partir de nos recettes fiscales. C'est notre argent. Hein. C'est quand j'achète le pain à la boulangerie. C'est là l'État gagne les taxes pour construire les routes que nous avons. Quand je paye le courant, l'électricité, quand je paye le carburant, quand je paye les boîtes de conserve, c'est par là que l'État prélève des taxes, des TVA et autres pour pouvoir financer ces infrastructures. Et si nous avons encore plus de pouvoir de créer davantage, n'est-ce pas, nous augmentons la part de l'État aussi. C'est juste une question de bon sens. King Dodjro, merci beaucoup. Consultant et expert en structuration économique et financière, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici pour la profondeur des analyses. Je suis très heureux aussi d'être à ta compagnie parce que c'est une occasion au cours de laquelle nous parlons au peuple africain, parce que c'est très important de s'adresser au peuple africain. Nul ne viendra changer les choses à notre place. Nous devons rompre avec la politique d'aide et aller vers la politique d'utilité. Merci beaucoup à vous. On marque la pause pour le journal et derrière on reçoit Passeur Edo Komi et son ami Adam Adjoronou pour Regard Croisé.